athlétisme, ben on étirait le muscle, mais quand c'était chez quelqu'un qui avait une pathologie, on pensait au cerveau. Pourtant, c'était le même muscle. Et c'est là où je me suis dit, il y a sûrement un transfert de connaissances qui peut se faire et qui peut bénéficier les athlètes. Formation maths au niveau musculaire, c'est ce qui t'a permis aussi de travailler avec des sportifs de haut niveau. Oui, mais en fait, c'est que j'ai voulu apprendre pour tester, pour voir ce qui fonctionnait et jusqu'à quel point. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai appris un paquet de techniques plus musculo-squelettiques. Alors, les gens qui se disent, ouais, mais Matt, de toute façon, il n'y a que le neuro qui l'intéresse, mais c'est pas par défaut. C'est parce que j'ai essayé d'utiliser mes mains pendant des années et pas juste avec de l'ostéo. Donc oui, les techniques d'activation musculaire, de relâchement myotensif, je veux dire, j'ai tout essayé pendant des années. C'était à la mode aux États-Unis. En plus, c'était à la mode. Les US, ouais. Beaucoup travaillé dessus et les sportifs demandaient ça aussi. Alors, tu vois, Charles Poliquin avait beaucoup fait connaître l'Active Release Technique, donc j'étais allé apprendre l'Active Release Technique. Après, quelques années plus tard, c'était le Muscle Activation avec Roscoff. Évidemment, j'étais allé apprendre ça aussi. Donc, il y a eu une époque où je faisais 0 neuro, où je combinais ostéo, Active Release puis Muscle Activation. Donc là, je m'étais dit, peut-être que je suis juste pas très bon, mais au moins j'ai un bon bagage de techniques qui sont très complémentaires. Alors, je me suis dit... Alors, c'est là où je me dis, j'ai vraiment testé le truc à fond pour savoir, quand j'utilise mes mains et que mon patient il est couché sur une table, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est là où j'ai commencé à développer un réel intérêt dans les neurosciences parce que ce qu'on faisait, ça ne tenait pas, en fait. Dès que les gens ils se remettent debout sur 2 pieds, tout ce qu'on a fait sur une table, c'est qu'une question de temps avant que ça se perde. J'avais la même chose avec les footballeurs américains. Ça tenait, au mieux 1 ou 2 jours, et dès qu'ils reprenaient l'entraînement, toute la posture repartait en vrille. Oui. Ouais. D'où l'intérêt pour les neurosciences. Et puis la posturologie, elle s'inscrit dans un contexte de neurosciences qui sont appliquées, un peu comme la neurologie fonctionnelle. Mais à ce jour, là où je kiffe le plus, un peu comme Matt, c'est de lire des études. Puis je suis chanceux parce que Matt m'en envoie souvent des très bonnes. Alors à ce moment-là, j'ai rarement à faire beaucoup de recherches. Matt qui me balance des trucs sur Messenger, puis je suis comme, oh, OK, non, celle-là, elle est excellente. Et c'est beaucoup à cause de Matt que je réussis à bâtir des bons contenus là, depuis des années. Là. Au Canada, vous avez aussi une bonne bande de potes avec lesquels vous travaillez en commun, sur X360 aussi. Oui. C'est des gens qui produisent énormément de contenu, qui montent aussi leur propre formation sur de la réhab, etc. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que vous envisagez dans votre futur? Mais écoute, je vais te dire une pépite que tu connais pas. Pourquoi j'ai commencé à étudier la neuroscience? On va juste revenir à ton point. Moi, je déteste ne pas savoir quelque chose. Donc, c'est... Tu avais compris ça, hein? Et mon ex-femme qui a des études en psycho, et Matt, qui commençait à parler de neurologie avant que j'en parle, et il fallait que je monte une formation sur les neurotransmetteurs parce que c'était très trendy en 2016-2017, m'ont poussé à aller vers la neuroscience. Et par le fait que j'ai quand même des problèmes, on est plusieurs dans ma tête, donc je voulais quand même comprendre. Mais c'est ça qui m'a poussé à aller chercher de la neuroscience pour voir après ça les connexions avec la neurobiologie puis la neuroendocrinologie, que là j'ai fait, OK, il y a de quoi là-dedans. Là, ça peut être très le fun. C'est pour ça qu'il m'a amené des cours. En fait, Matt a assisté à mon cours de neurotransmetteur, Matt est venu et on a eu du fun. Bon, juste nous qui avons eu du fun. Vous avez présenté là sur les 2 jours au MTP. Ouais. Les gens avec lesquels tu peux discuter derrière, les élèves avec lesquels tu peux discuter derrière, tu dis waouh, le niveau, et quand tu mixes tout est interdépendant en fait. Ouais, c'est ça qui est le fun. Et c'est logique, et c'est d'où l'idée de ce mastermind, tu vois, de partager en fait les informations et les expertises de chacun, parce que ça se relie. Donc on est obligé de tous travailler en collaboration. Puis je pense que c'est la beauté de la médecine holistique aussi, l'approche holistique. Tu sais, dans les prochaines années, nous, c'est beaucoup Institut AT, moi, ce qui est relié à moi, là. On y va vers beaucoup plus aller chercher un plus grand public pour aider les gens à bien comprendre que la santé, c'est dans leurs mains, là. Donc, c'est pas le médecin, c'est pas le médicament, ça commence par toi. Faut que, et même les entraîneurs, faut que les entraîneurs soient mieux équipés. Complètement d'accord avec toi, mais ce que je pouvais détecter avant de partir aux États-Unis, et j'ai vu la grosse différence par rapport aux US, malgré qu'ils aient des tempéraments de dingue, les gens qui enseignent ou qui traitent arrivent à mettre leur ego de côté pour travailler en collaboration. Oui. Je ne sais pas si vous avez cette sensation aussi, toi maintenant qui enseigne aussi sur les US. En France, il y a eu pendant très longtemps
le kiné discutait pas avec le préparateur physique ou avec l'ostéo. Donc tu vois, parce qu'il y avait ce regard où bon, je suis un peu plus diplômé que toi, tu vois. Et ça, c'était très complexe à gérer en fait, tu vois, de travailler en collaboration. Et c'est ce que j'essaie aussi de mettre en place avec le Mastermind, c'est cette collaboration-là et des étudiants qui viennent de différents horizons pour travailler dans un même sens. Est-ce que le futur de nos métiers, il n'est pas là à un moment donné? Moi, je l'ai vu avec IP. C'est ça que je disais à Matt il n'y a pas longtemps, mais la première fois qu'on est venu sur Montpellier, il y avait un peu de tout, en fait, quand on regarde dans la salle. Il y avait des kinés, qui sont souvent ostéo ici. Il y avait des préparateurs physiques. Et au final, ce qui était le plus cool pour moi, puis c'est la mission de IP depuis le début, c'était vraiment de créer ces échanges-là dans une communauté qui parle un peu la même langue, où les membres ont quand même des intérêts qui sont complémentaires, mais qui, entre autres, sont intéressés par l'optimisation du mouvement. Et à ce moment-là, oui, c'est de fracasser les barrières un peu professionnelles qu'on retrouve, je suis d'accord avec toi, un peu plus en France, beaucoup moins chez nous. Hein, le kinésiologue, le préparateur physique va parler avec le naturopathe, l'acupuncteur. Les médecins, c'est toujours un peu autre chose. Mais ici, c'est vrai que, après, l'idée, c'est ça, c'est de créer des mouvements pour que ceux qui s'y intéressent, puis ceux qui s'intéressent réellement à améliorer le sort de leurs patients ou de leurs clients, qu'eux autres, ils vont se rendre compte rapidement, si ce n'est pas déjà fait, qu'ils n'ont en fait pas le choix. Ils n'ont en fait pas le choix. Tout au long de la présentation, je parlais de maths parce que je disais, OK, oui, on peut améliorer le mouvement, mais OK, oui, mais si X ou Y ne fonctionne pas, si on n'a pas les ressources énergétiques pour créer un geste, eh bien, ou si on ne peut pas le créer pendant un certain temps, pour une certaine durée, il faut aller voir tout ce qui est, tout ce qui appartient à l'environnement interne. Et c'est là où c'est impossible de ne pas collaborer quand on a vraiment à cœur le résultat. Donc, c'est nécessaire que ça, d'une façon ou d'une autre. Puis, ce que tu as créé, ce qu'on essaie de faire depuis des années, c'est ça, c'est de créer des échanges, en fait. Oui, on donne un contenu, mais je pense qu'on fait tous beaucoup plus que ça, en fait. Oui, d'essayer de fédérer un maximum. Et une chose dont je me suis aperçu aussi, c'est que vous avez pu le voir aussi au Canada, il y a eu toute une longue période où les gens étaient esselés, en fait. Et là, depuis... alors le Covid a peut-être aidé aussi là-dedans, mais les gens se sont regroupés par communauté et donnent beaucoup plus d'importance, en fait, à cette « j'appartiens à quelque chose ». Moi, j'ai toujours pensé que c'était essentiel. De travailler justement en collaboration les uns avec les autres et de ne pas être esselé dans sa pratique parce que forcément au bout d'un moment tu tournes en rond et tu restes dans ta zone de confort. Comment on pourrait aujourd'hui développer encore plus ça? On le fait aujourd'hui. Vous venez ici, il y a des gens comme Lucas qui vont se former aussi au Canada. Comment on pourrait encore plus mettre ça en avant? Vous avez des idées? Ben, c'est certain que, encore là, on parle d'une question d'arrêter d'avoir peur d'avoir l'air niaiseux. Exact. Parce que c'est beaucoup ça, beaucoup dans l'ego, là. Tu sais, puis au Québec, on le voit énormément, là. Autant au Québec, on a la difficulté avec les gens qui veulent surtout se vendre et pas vraiment apprendre. Là, je pense que c'est un défaut. On a parlé du marketing. Oui, on a parlé du marketing excessif. Mais bon. Versus le niveau de compétence. Après, tu as aussi les gens qui pensent vraiment, qui sont vraiment meilleurs qu'ils sont. Tu sais que, mais j'en sais assez. Attends une seconde, là. Je ramasse tes clients des fois et ouf. Attends, là, tu connais que ça? Oui, c'est pas méchant, là. Je veux dire, je serais satisfait que tu connaisses un petit peu plus que ça quand même, là. Là, t'es en dessous, là. Tu sais, c'est... Il y a... Tu vends un service qui est supposé être au prix qui est bien, là. Ben, ta connaissance l'est pas, là. Donc, c'est correct, mais ton tarif de bord devrait descendre. Parce que ce que tu vends, finalement, ça ne vaut pas ce que les gens payent pour. Mais est-ce que, par exemple, cet exemple de mec-là, est-ce qu'il va avoir l'humilité de dire « OK, ben, je viens me former ». S'il fait assez d'argent, non. C'est ça le défaut. C'est ce que je vois, là. Je le vois. Puis, je ne suis pas contre le marketing, zéro. Après, on en parle souvent. Il y a aussi qu'il y a eu plusieurs années où je pense que ces gens-là n'étaient pas non plus guidés à savoir comment développer leur entreprise pour être rentable. Donc, d'une part, je pense que c'est nécessaire. Oui. Après, en ce moment, c'est en train de prendre beaucoup de place. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a en ce moment un déséquilibre entre
je dois savoir et je dois être capable de me faire connaître. Et je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Il faut trouver un équilibre. Il faut du marketing. On parlait de ça avec Nat précédemment, et ça pullule Il en faut. Sur les réseaux sociaux. Oui, les coachs de coach, là. C'est des coachs de coach ou des experts, et le mec il a fait 3 formations et il y a 2 ans d'expérience. Exact. Il se détermine expert direct et Ouais. transfère le peu de compétences en faisant du copier-coller par rapport à ce que j'ai appris. C'est ça. Il n'y a pas eu ni d'expérience, ni une réelle expertise derrière qui te permette de sortir quelque chose, un vrai contenu, et pas du copier-coller de ce qui est déjà fait. Donc, est-ce que c'est justement le client qui, au fur et à mesure, va faire la différence? Mais le client, lui, il n'est pas averti. Je le vois aussi sur ne serait-ce que le petit marché parisien. Aujourd'hui, ils sont pas capables de faire. Le client n'est pas capable de faire la différence entre un coach à 160 ou 180 euros qui va avoir 20 ans d'expérience et le petit jeune qui a juste son diplôme parce que il a fait une formation basique non diplômante d'État et qui a vu 4 vidéos sur internet, qui a fait un peu de muscu et qui va vendre une prestation à 40 euros. Donc je pense que c'est à nous aussi à éduquer nos clients. La responsabilité en ce qui me concerne nous revient toujours à savoir que de toute façon, on le dit, hein, on ne contrôle pas grand-chose, même pour nous-mêmes. Donc là, essayer d'avoir un impact sur le marché en faisant autre chose que de promouvoir ce que nous on fait, j'arrive pas à voir... tu sais, McDonald's se soucie jamais de ce que Burger King va faire. Oh, faux! Ils ont à un moment donné la campagne de pub qu'ils ont. Oui, ça c'était excellent. Burger King s'est servi de leur campagne. Ça paraît que j'ai pas regardé assez de. Sur le nombre de kilomètres. McDo avait dit à tant de kilomètres vous pouvez trouver un McDonald's. Et je crois que c'est Burger King qui a dit nous vous faites 2 kilomètres de plus mais c'est bien meilleur. Oh, c'est fort! C'est magique. C'est de toute beauté. C'est-à-dire qu'ils se sont servis en fait d'une contre-publicité. Donc alors, c'est un exemple. Oui, non, mais c'est un très bon exemple parce qu'il y a 2 façons de le faire. Alors, c'est ça. Alors, où tu parles un peu des autres, ce qu'on pourrait faire, et on pourrait, par exemple, sur les réseaux sociaux, un peu critiquer le phénomène, et je pense que ça a de la valeur. Et où, je suis plus dans le « et » personnellement, juste parler plus fort pour dire qu'est-ce que nous on fait, et à partir de ce moment-là, ben, influencer plus de monde. Et puis, je pense que des activités comme celles que tu proposes, où tu mets en valeur des intervenants qui peut-être sont pas les plus présents sur les réseaux, mais qui, à la limite, ont une certaine profondeur, des années d'expérience, ben c'est peut-être la meilleure façon de faire, en fait, pour justement... oui, puis créer un équilibre dans le marché où les gens, ben s'ils veulent du fast-food, ils vont avoir, peu importe, hein, que ce soit Burger King ou McDo, ou ben s'ils veulent un steak avec... tu sais, des frites avec la sauce un peu fancy, ben là, au moins, ils savent que ça existe. Après, je pense aussi qu'il y a de tout pour tout le monde. Oui, exact. Et ça, je pense que c'est correct aussi. Mais c'est ça. Après ça, il faut être capable que les entraîneurs... Tu sais, comme c'est drôle, j'avais un entraîneur qu'on connaît qui s'appelle Simon, qui m'a écrit. Il dit, il faudrait que je te réfère une de mes clientes. Elle a un problème que je comprends pas. Ouais. Et ça, là, tu peux pas croire à quel point je respecte un entraîneur qui fait ça. Moi, un entraîneur qui fait ça, qui me contacte lui-même, il dit, il faut que je t'envoie un client, il y a un problème que je ne comprends pas. Wow. Quand tu vas me poser une question, je vais répondre. Oui. Oui, c'est ça, oui. Et tu le fais. Et je le fais. Et je le fais. Tu as envoyé des messages en te disant je comprends pas ça et même si je t'envoie pas le client. Ouais, voici la réponse. Très rapidement, je prends 5 minutes pour me répondre. Exact. Ça, je pense que c'est la bonne démarche à faire. Et c'est peut-être, tu vois, via des réseaux sociaux ou via des groupes comme on monte, qu'il faut s'entraider et jouer sur ça. Oui. Regarde, sur IP, c'est pareil. Le groupe de IP, tu poses une question, en l'espace de 2 heures, tu as 40 réponses, quoi. Donc, j'ai même plus besoin de répondre. Non, c'est bien. Honnêtement, je trouve ça ridicule de répondre parce qu'il y en a plusieurs qui, un peu comme tu as vu aujourd'hui, ceux qui ont déjà fait un peu les formations, dès qu'on pose une question, on a l'impression que c'est moi qui parle. Des fois même, c'est mieux. Hein? Des fois même, je serais gêné de répondre parce que je me dis... Il y a un degré de précision ici qui dépasse un peu ce que je peux faire. Mais tu sais, il y a des fois où j'ai pas encore pris mon premier café. Donc